le but n'est pas d'assimiler les Palestiniens. Les Palestiniens ne devront jamais des Israéliens. On n'est pas dans un modèle français qui d'ailleurs prend l'eau. On est dans un modèle ici de communautés qui coexistent comme dans d'autres endroits du Proche-Orient, enfin en tout cas avant que l'islam radical ne monte en puissance. Bonjour. Alors ce matin, nous allons parler de la situation des Arabes en Israël. Alors il y a 2 mois, c'était la guerre, vous vous rappelez, au mois de mai, on est en juillet. Et là, tout a l'air calme, tout a l'air d'être revenu à la normale. On va en parler ce matin avec notre invité, Stéphane Amar, journaliste et spécialiste des Arabes israéliens. Boker Tov, Stéphane. Boker Tov, Michael. Alors, dans un premier temps, Stéphane, cette semaine, c'était l'Aïd al-Adha, une des fêtes les plus importantes de l'islam, donc qui s'est déroulée en Israël et dans les territoires palestiniens. Et on a vu déjà un premier point, on a vu des dizaines de milliers de Palestiniens rentrer en Israël. Alors, on va corriger une fake news qui circulait notamment sur les sites et les pages du Likoud, qui disait qu'ils étaient rentrés sans vaccination, ce qui n'est pas le cas. Ils sont rentrés vaccinés, mais ce qui nous intéresse, c'est comment ça s'est passé finalement si calmement et qu'est-ce qui se passe pour qu'Israël permette à un nombre aussi important de Palestiniens de rentrer en Israël. Est-ce qu'il n'y a pas un danger sécuritaire? Où on en est? Mais c'est un grand paradoxe en Israël. C'est vrai qu'il y a 2 mois, les villes arabes en Israël même étaient à feu et à sang. Entre parenthèses, d'ailleurs, il ne s'est quasiment rien passé dans les territoires palestiniens au même moment. On avait vraiment l'impression que le ciel nous tombait sur la tête. Or, effectivement, la coexistence judéo-arabe en Israël s'intensifie d'année en année. Il y a de plus en plus de Palestiniens qui viennent non seulement travailler en Israël, mais comme vous le disiez aussi, s'amuser en Israël, aller à la plage, etc. Ce qui prouve qu'il y a un contrôle sécuritaire assez efficace, puisque, fort heureusement, on n'entend pas parler du tout de violence. La plupart de ces gens, d'ailleurs, sont parfaitement pacifiques et viennent simplement pour profiter soit des magasins, soit des plages en Israël. Et donc, on a du mal à comprendre, en fait, ce paradoxe. Pourquoi est-ce que d'un côté, ça s'est enflammé même au cœur même des villes israéliennes, comme Lod, comme Akko, et que d'un autre côté, avec des gens de Ramallah, de Naplouse, il n'y a pas de problème. Mon hypothèse, c'est que tout ce qui s'est passé au mois de mai était directement téléguidé par le Hamas à Gaza. Alors justement, quelle est l'influence du Hamas? On a l'impression, on sait que les élections palestiniennes, rappelons aux auditeurs, ont été reportées on ne sait quand, parce que officiellement, enfin, on comprend que Mahmoud Abbas a peur de perdre le pouvoir face au Hamas. Donc on a le sentiment que le Hamas est très fort dans les territoires. Or, quand les Palestiniens travaillent de plus en plus nombreux, ils sont à venir travailler en Israël. Ils sont venus cette semaine sur les plages et faire des courses dans les grandes villes d'Israël. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus calme. Et vous l'avez dit, il y a 2 mois, il n'y a pas eu d'incident sécuritaire grave en Cisjordanie. Alors, comment on explique ça, que le Hamas soit plus fort et plus d'influence à l'intérieur d'Israël que dans les territoires? Non, il n'en a pas plus à l'intérieur d'Israël. Je pense qu'à ce moment-là, ce que le Hamas voulait, c'était montrer qu'il pouvait agir à l'intérieur d'Israël, qu'il pouvait déstabiliser Israël de l'intérieur. Et d'une certaine manière, ça a été réussi. Ce qui s'est passé, ce que j'ai constaté ces dernières années, c'est que par le biais d'Internet, des réseaux sociaux, il y a une unification en fait des Palestiniens, des jeunes Palestiniens notamment, puisque ce sont eux qui sont descendus affronter la police au mois de mai, qu'ils habitent à Gaza, qu'ils habitent à l'intérieur d'Israël, qu'ils habitent à Jérusalem-Est ou en Cisjordanie, ils vivent à la même heure médiatique, ils consultent les mêmes réseaux sociaux, ils reçoivent les mêmes informations, et donc ils peuvent agir d'une certaine manière à l'unisson, mais le Hamas, selon sa stratégie du moment, va agir sur tel ou tel secteur géographique, et c'est ce qui s'est passé au mois de mai. Tout ça a été complètement programmé, complètement anticipé, et effectivement, ça intervenait comme riposte à la décision d'Abbas, d'une fois de plus, de reporter les élections. C'est un petit peu, si vous voulez, ce qui est très curieux dans cette affaire, c'est que le Hamas est véritablement la victime dans cette affaire, la victime d'un déni démocratique. C'est-à-dire que le Hamas a gagné les élections en 2006 de la manière parfaitement démocratique, parfaitement transparente. Cette victoire lui a été refusée. Il a dû se contenter de la bande de Gaza. La communauté internationale et Israël ont soutenu l'autorité palestinienne pour qu'elle puisse continuer d'exercer son pouvoir en Cisjordanie, mais contre, si vous voulez, la volonté populaire. Et ce déni de démocratie continue 15 ans plus tard. Et comme le Hamas n'ose pas déclencher une nouvelle guerre civile contre l'autorité palestinienne, même si au quotidien les rapports sont extrêmement durs, eh bien, il avait choisi cette fois-ci de déclencher des événements entre Israël et des Palestiniens de Lod, de l'intérieur d'Israël ou de Jérusalem. Alors Stéphane, vous avez écrit à plusieurs reprises des articles et des livres
fait que les Arabes israéliens sont en voie donc d'israélisation et les Palestiniens aussi. Est-ce qu'en mai, est-ce que vous n'avez pas senti, ça y est, je me suis trompé? Si, très clairement, j'ai vacillé, je dois bien le dire, surtout dans les premiers jours. J'ai vraiment eu le sentiment, effectivement, qu'on vous dit de m'être trompé. Et puis, la tension étant retombée, j'ai essayé d'analyser un peu ce qui s'était passé. Je dois le dire, et je le dis encore maintenant, que je ne comprends toujours pas comment ces émeutes ont pu rassembler autant de monde, parce qu'effectivement, il y a des meneurs, comme je le dis, il y a un téléguidage du mouvement islamiste de Gaza, ça c'est évident, mais en même temps, il y avait un vrai côté populaire, notamment à Lod, où on a vu des familles, des adultes, etc., descendre. Il y avait quelque chose d'un petit peu généralisé, puis les gens de Lod vous racontent que le voisin de palier s'est retourné contre eux, etc. Donc c'est effectivement extrêmement inquiétant. Ça montre que cette dimension nationale, malgré plus de 70 ans, près de 75 ans d'existence de l'État d'Israël, n'a toujours pas disparu chez les Arabes israéliens. À Lod, il y a des jeunes de 18 ans qui m'ont raconté l'expulsion des Arabes en 48, les destructions de mosquées, etc. Donc si vous voulez, c'est quelque chose qui est encore très vif et qui, chez toute une partie de la population, n'a pas disparu. Mais cela dit, si on regarde ça avec le recul, ces émeutes ont été très circonscrites dans le temps, quelques jours. Elles ont concerné quelques milliers de personnes. La police, qui par exemple compte des centaines, voire des milliers de policiers arabes, n'a pas connu de sédition. Même chose dans l'armée, il y a eu des défections, mais extrêmement isolées. Donc finalement, ce modèle a tenu d'une certaine manière. Et on le voit bien ces jours-ci, puisque comme vous le dites, c'est non seulement les Arabes israéliens qui continuent de vivre au quotidien avec les Juifs, mais c'est même tous les Palestiniens de Cisjordanie qui viennent au contact des Juifs, et tout cela se passe parfaitement pacifiquement. Donc oui, il y a des crises, oui, il y a des enseignements à tirer de ce qui s'est passé, notamment au niveau policier. Je pense qu'il y a eu un véritable échec de la répression de ces manifestations qui étaient des manifestations pogromistes, puisqu'elles s'attaquaient à des civils, elles s'attaquaient à des familles, elles s'attaquaient à des écoles, elles s'attaquaient pas seulement à la police. Donc c'est extrêmement grave. Je pense qu'il y a un rappel à la loi là essentiel, mais en même temps, encore une fois, le modèle n'a pas craqué, et je crois toujours à la coexistence judéo-arabe. Alors, quelle est la situation, selon vous, à Jérusalem? On a vu autour du Har-Baït, du mont du Temple, il y a souvent des appels aux émeutes, des appels venant du Hamas, mais aussi du reste du monde arabe. Et on a l'impression finalement que Jérusalem est toujours entre deux mondes, entre l'intégration. Et on sait, vous avez peut-être des chiffres sur le nombre de Palestiniens de Jérusalem qui demandent la citoyenneté israélienne. On sait que ce chiffre est en augmentation. Quel est l'avenir de Jérusalem? Comment vous voyez cette chose? Alors, si vous voulez, la question de Jérusalem, c'est un peu le microcosme, en fait, du conflit. C'est-à-dire que tout ce qui se passe à l'échelle du conflit se passe à Jérusalem, sur des quartiers, même parfois sur des rues, même sur des maisons. On l'a vu, par exemple, à Sherzara. Et le mont du Temple, l'esplanade des mosquées, est lui-même un concentré, un microcosme de ce qui se passe dans tout Jérusalem. Je pense que cette question du temple doit être d'urgence abordée de façon complètement ouverte. Elle n'est pas du tout l'ennemi de la paix. Ce n'est pas, comme on dit, l'endroit par lequel arrivera la guerre, mais au contraire, je pense, l'endroit par lequel arrivera la paix. Et il faut arrêter de mettre sous le tapis, finalement, les revendications, les représentations des Israéliens. Il y a une partie de plus en plus conséquente de la société israélienne qui veut, d'une certaine manière, non pas se réapproprier cet endroit, mais se reconnecter à cet endroit, c'est-à-dire pouvoir y prier, pour voir le visiter, tout simplement savoir de quoi on parle, quelle est l'histoire de ce temple détruit il y a 2000 ans, quelle est sa fonction, quel est son rôle dans l'unification de la nation israélienne. Et ça, je crois qu'il faut en parler de manière complètement sereine avec les Palestiniens, parce que les Palestiniens sentent très bien ce qui se passe. Ils voient très bien qu'il y a de plus en plus de monde qui monte sur le mont du Temple. Depuis quelques mois, c'est une nouveauté, les Juifs commencent à y prier. On l'a vu aussi, l'allocation du 9 Av. Il y a cette déclaration quand même complètement nouvelle, inédite, du Premier ministre. J'allais en parler. Le Premier ministre, pour la première fois, un Premier ministre israélien, première fois depuis 1967, dit il faut la liberté de culte sur le mont du Temple pour les Juifs. Ça n'a jamais été dit. Le lendemain, il est revenu suite apparemment à des protestations de l'administration américaine et de la Jordanie. Mais pour la première fois, un Premier ministre israélien disait il faut la liberté de culte sur le mont du Temple, qui, rappelons-le, est l'endroit le plus sacré du peuple juif. Oui, c'est une déclaration absolument historique. Et c'est vrai que d'un simple point de vue humaniste, il paraît complètement sidérant, voire effrayant, qu'on interdise à des gens de prier à un endroit, qu'on les interdise de bouger les lèvres. Moi, j'ai moi-même fait des reportages. Vous avez des policiers qui surveillent le mouvement des lèvres pour voir si les Juifs ne prononcent pas une prière. C'est évidemment complètement aberrant, complètement anachronique par rapport à notre époque. Donc ça, c'est une anomalie à laquelle il faut mettre fin. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire
dire qu'on va déclencher une guerre. Au contraire, je pense qu'on peut ouvrir un dialogue complètement fructueux. Je me suis entretenu lors d'un récent reportage que j'ai fait pour Arte avec Yehuda Glick, qui lui a fait de ce combat le combat de sa vie. Et Yehuda Glick est quelqu'un d'absolument pacifique, qui veut simplement ouvrir un dialogue avec l'islam, avec le monde entier d'ailleurs, autour de cet endroit qui est un endroit qui doit rassembler toutes les nations du monde et non pas les diviser. Est-ce que vous entendez le discours de Glick chez les musulmans ? Chez certains imams, oui, effectivement encore très isolés, mais ils existent, ils s'expriment au Koweït, ils s'expriment en Jordanie, ils s'expriment un petit peu dans les territoires palestiniens, mais effectivement ça reste des personnalités isolées. Ce que je constate, c'est que contrairement à ce qu'on dit, encore une fois, le fait que les Juifs, par exemple, aient commencé à prier sur le mont du Temple n'a pas provoqué le cataclysme qu'on aurait pu croire. Finalement, les gens s'habituent. Effectivement, il y a des habitudes qui ont été prises qui sont peut-être pas souvent des bonnes habitudes, des habitudes d'intolérance, comme si cet endroit était réservé à une seule religion exclusive, avec une entrée particulière. Les non-musulmans ne peuvent pas rentrer par la porte principale, il faut qu'ils rentrent par la passerelle. Il y a des choses, si vous voulez, qui choquent la morale humaniste, tout simplement, qui doivent être remises en cause sans peur et surtout avec toujours cette volonté de dialogue, de rapprochement. Alors on parle toujours sur cette question de statu quo. Statu quo est souvent évoqué en Israël, relation avec les ultra-orthodoxes et avec les Arabes israéliens et ici avec les musulmans. Qu'est-ce que vous pensez justement du fait, depuis longtemps, vous évoquez le nombre croissant de Palestiniens qui demandent la nationalité israélienne. Et on l'a vu avec la loi sur la citoyenneté, donc qui n'est pas passée finalement, qui ne peut pas empêcher un regroupement familial pour les Palestiniens. Est-ce que vous pensez que le nombre de demandes va être de plus en plus important ? Est-ce que c'est ce que les Palestiniens veulent ? Est-ce qu'ils sont en train de perdre, ce sera la dernière question, ce sentiment d'identité nationale ? Ça ne va pas forcément ensemble, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on peut demander la carte d'identité israélienne sans pour autant se sentir israélien. En général, on la demande pour des questions de commodité, pour avoir accès à plus de services, pour avoir accès à l'aéroport Ben Gurion. C'est pour des motivations purement individuelles dans la plupart des cas. Ça ne veut pas dire du tout que les Palestiniens s'assimilent. Il faut vraiment faire attention à cette confusion. Le but n'est pas d'assimiler les Palestiniens. Les Palestiniens ne devront jamais des Israéliens. On n'est pas dans un modèle français qui d'ailleurs prend l'eau. On est dans un modèle ici de communautés qui coexistent comme dans d'autres endroits du Proche-Orient, enfin en tout cas avant que l'islam radical ne monte en puissance. Donc si vous voulez, le but est simplement qu'il y ait une coexistence pacifique. C'est sûr que le fait que les Palestiniens accèdent à la nationalité israélienne, ça devrait contribuer à cette coexistence, mais peut-être pour terminer, je voudrais revenir sur le mot de statu quo. Il n'y a pas de statu quo, c'est un faux statu quo. Et les Palestiniens le voient. Je suis en train de réaliser pour Arte un reportage sur la construction des routes en Cisjordanie. Israël construit actuellement des dizaines et des centaines de kilomètres de routes en Cisjordanie, investit des sommes considérables, notamment dans la région du Gush Etzion, avec des constructions de viaducs, de ponts, etc. Donc Israël est clairement là pour rester, pour s'implanter de plus en plus rapidement, ne serait-ce que pour un impératif démographique. La démographie israélienne est extrêmement dynamique, il n'y a plus de place sur le littoral, ni dans la région de Jérusalem. Donc il faut absolument, pour Israël, c'est un besoin vital, construire de plus en plus d'agglomérations en Cisjordanie, et Israël est en train de le faire. Et ça, les Palestiniens le voient, si vous voulez. Ils voient aussi à Jérusalem le développement des quartiers juifs, qui est également exponentiel. Donc il faut arrêter de se cacher derrière son petit doigt, et il faut assumer finalement cela. Et encore une fois, toujours dans une volonté de respect et de dialogue, et je ne vois aucune perspective sombre à l'horizon dans cette optique. Sur ces belles paroles, je remercie Stéphane Amar et à très bientôt sur les ondes de Studio Kalita.